Bonjour, comment ça va? Et comment va la santé? Bonjour, comment ça va? Et comment va la santé? Bonjour à tous, bienvenue dans votre nouveau rendez-vous de prévention et d'information santé. Comment va la santé? Nous allons donc tout au long de ces émissions essayer de vous apporter des éclairages sur différentes thématiques de santé. Et pour ce faire, en ma compagnie, Abdon Goudjon, qui est notre médecin référent. Bonjour Abdon. Bonjour Aïssa, alors comment va la santé? Ça va très bien. Et ça ira un petit peu mieux peut-être tout à l'heure. Alors, de voyage en perspective ou pas? Oui, justement, puisque l'été approche à grands pas et nous sommes nombreux à retourner au pays, seuls ou avec nos enfants. Alors, tout au long de cette émission, nous allons apporter des éclairages pour essayer de savoir un peu toutes les recommandations santé avant de partir. On écoute les questions et on se retrouve juste après en plateau. Je pars en Côte d'Ivoire bientôt et je voudrais savoir si dans la famille, je peux me permettre de tout manger et tout boire, s'il y a des contre-indications là-bas. En fait, je dois me rendre au Sénégal avec ma famille et on voulait faire le point sur les vaccins obligatoires pour les parents et c'est obligatoire pour les enfants. J'ai une question par rapport au vaccin de la fièvre jaune qui est obligatoire pour se rendre dans beaucoup de pays d'Afrique et d'Asie. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Alors nous allons tenter de répondre aux premières questions. Alors la première porte sur l'hygiène alimentaire. Peut-on tout manger? Peut-on tout boire, Abdon? Voilà, donc Aïssa, il y a un vrai sujet là. Alors, peut-on tout manger? Non, pas forcément, puisqu'on est habitué ici à un mode de vie à l'européenne qui fait donc qu'on n'a pas tout à fait les mêmes germes, puisque l'environnement change quand on change de pays. Et donc ici, nous sommes habitués avec un niveau d'hygiène légèrement supérieur ou un peu plus supérieur. À partir de là, que faire? Boire de l'eau en bouteille, donc de l'eau capsulée, oui, ou alors de l'eau bouillie. Et quant aux aliments, il faut les laver et les peler et ne pas d'emblée les mettre à la bouche tel qu'on mangerait une pomme ici sortie d'un jardin. Et l'autre point aussi important, c'est de faire attention donc de bien se laver les mains. C'est des choses extrêmement banales, rien d'extraordinaire. Et un dernier point, c'est est-ce qu'on est en bonne santé avant de partir au pays? Il faut aller voir dans son médecin de famille et faire un point rapide, savoir quels sont les vaccins utiles pour nous en France et ceux utiles pour le pays. Et ne pas oublier une chose, la prévention du paludisme. Oui. Oui. On y reviendra tout à l'heure. Alors, la deuxième question, Abdon, sur les vaccins. Quels sont les vaccins obligatoires et quels sont les vaccins recommandés? La notion de vaccin obligatoire et recommandé dépend, c'est un terme de spécialiste sur lequel je ne vais pas rester très longtemps. Mais pour nous, en tout cas, ce qui me paraît important, qu'est-ce qu'il faut pour la France? Au moins diphtérie, tétanos, polio, on le vérifie. Pour le savoir, on va voir son médecin de famille, oui, ou alors, quand on a un enfant, on va à la consultation de PMI et là, vous aurez tous les renseignements par rapport à ça. Autre question, c'est de savoir, est-ce que dans le pays, quand on repart donc, au Sénégal donc, ou à Abidjan, qu'est-ce qu'il faut comme vaccin pour le pays d'accueil? Première chose, est-ce que la fièvre jaune est à jour ou pas à jour? Oui. Deuxième chose également, parfois dans les migrations, il y a le risque alimentaire. Donc, est-ce qu'on aura donc, suivant qu'on va au pays, en village ou en ville, est-ce qu'il faudrait se vacciner contre la fièvre typhoïde ou encore donc contre l'hépatite A? Oui. Pour ça, je vais laisser la parole au spécialiste qui prendra le relais par la suite, car il vient d'un service de maladies infectieuses. D'accord. Et justement, nous allons l'accueillir, notre invité, dans un petit instant. Alors, notre invité spécialiste du sujet, c'est le docteur Frédéric Méchaï, du service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Avicenne. C'est à Bobigny. Bonjour, docteur. Bonjour. Merci de nous rejoindre. Alors, l'été arrive. Il va y avoir de plus en plus d'affluence dans les centres de vaccination. Alors, il est important, on le rappelle, important d'aller voir son médecin traitant au plus vite. Tout à fait, oui, il est important de faire le point, comme l'a dit Abdon, donc de voir son médecin traitant pour voir déjà si on est à jour sur ces vaccinations classiques en France et puis les vaccinations spécifiques pour le pays de destination, en l'occurrence ici l'Afrique. Et c'est important aussi de consulter la consultation des voyageurs pour faire le point sur la prévention du paludisme aussi. Ça, c'est quelque chose de très important. Alors, quels sont au niveau du calendrier, si on s'y prend maintenant pour avoir un rendez-vous, au bout de combien de temps on peut l'obtenir ?
Le rendez-vous en consultation des voyageurs? Alors, ça dépend des consultations du voyageur. Il y a des consultations avec rendez-vous. Nous, je parle pour notre consultation, c'est sans rendez-vous. Donc, c'est assez pratique. Les gens viennent avec leur carnet de vaccination s'ils en ont un. Et c'est sans rendez-vous. Et comme ça, ils peuvent passer assez rapidement. Et il est important de noter aussi que les vaccinations ont un certain délai d'action. Donc, il ne faut pas attendre la veille du voyage, du départ, pour consulter. En général, il faut au moins 10-15 jours avant pour que les vaccinations, les vaccins puissent agir, quoi. Et ça, c'est très important. Oui. Ne pas aller la veille, prendre le temps, puisqu'on a acheté un billet d'avion pour aller au pays, on a fait toute une démarche, pourquoi pas aussi en matière de santé, avoir cette démarche de prévention pour passer des vacances absolument merveilleuses et sans souci de santé. Il faut donc essayer d'anticiper. Alors parlons à présent de ce petit nuisible, ce petit moustique qui pique et qui transmet le paludisme. Eh bien, ce petit moustique, moi, je vais laisser encore la place à Frédéric, car c'est le domaine des maladies infectieuses et tropicales. Et Frédéric, dites-nous un peu plus sur ce moustique. Comment s'appelle-t-il? Y a-t-il de grandes variétés? Est-ce qu'il rapidement quand même. Oui. Rapidement, donc il y a beaucoup de moustiques en fait, hein. Et en particulier, si on parle du paludisme, il y a l'anophèle, mais il ne faut pas oublier qu'il y a plein d'autres moustiques qui véhiculent beaucoup d'autres maladies, en particulier dans les zones tropicales. On connaît la dengue, le chikungunya, le virus Zika, la maladie du sommeil. Enfin bref, il y a beaucoup de maladies transmises par les moustiques. Donc, mais l'anophèle est le moustique responsable du paludisme. L'anophèle femelle. L'anophèle femelle, pardon. Ah oui, les mâles ne piquent pas. Bon, passons. Alors nous avons aussi quelques questions, des questions sur le paludisme. On les écoute et on se retrouve juste après pour y répondre. Très bien. Un oncle à moi qui a déjà eu le palu au Sénégal, qui a l'intention de partir cet été, pense qu'il ne peut pas recontracter le palu du fait de l'avoir déjà eu. Ce qui, moi, ça me laisse un petit peu perplexe. Quels sont les médicaments ou bien la conduite à tenir pour ne pas attraper le paludisme? Donc voilà, j'aimerais qu'on puisse répondre au moins à mes questions. Alors je pense qu'on va commencer avec la dernière question, si vous voulez bien, docteur Mechahi. Comment se comporter, comment faire pour ne pas attraper le paludisme? Je dirais qu'il y a deux volets. À la consultation de voyage, on aborde ces deux volets. Il y a d'une part la partie médicamenteuse. Il y a des médicaments à prendre. Donc il y a plusieurs types de médicaments. Après, c'est en fonction du voyage, du budget. Donc il y a plusieurs médicaments à prendre. Ce qui est important, ce qu'on dit régulièrement, c'est que souvent il faut les prendre au retour aussi. Et il y a des accidents, enfin des crises de paludisme liées au fait que les gens, dès qu'ils atterrissent en France, ils se disent c'est bon, on est tranquille. Et non, il y a certains médicaments, il faut continuer 7 jours, d'autres, il faut continuer 4 semaines après, et des fois, les gens oublient. Donc, ce médicament à prendre. Le deuxième volet, c'est l'utilisation des répulsifs. Ça, c'est très important. Donc, ces répulsifs qu'on applique plusieurs fois par jour sur la peau. Pour le paludisme, je voulais insister sur le fait que l'anophèle femelle transmet ce parasite. Donc, le paludisme, c'est un parasite transmis par le moustique qui va piquer quelqu'un pour prendre du sang, pour se nourrir, et va transmettre le parasite à ce moment-là, et ne transmet que la nuit. Enfin, au coucher du soleil, la nuit, très important ça. Voilà. Très important de le préciser pour tout le monde. Pas dans la journée pour le paludisme, mais la nuit. Là, je laisse Frédéric poursuivre. Donc c'est pour ça qu'on insiste sur le fait de vraiment se protéger la nuit, et si on sort la nuit, de porter des vêtements quand même, si on peut, voilà, un peu long. Je sais qu'il peut un peu long pour ne pas avoir trop d'espace de peau découvert, en fait. Et donc c'est répulsif, mais aussi des moustiquaires la nuit imprégnés. Pour les enfants notamment. Évidemment pour les enfants particuliers qui peuvent être imprégnés aussi de produits répulsifs. Donc tout ça c'est important. Les vêtements peuvent être imprégnés aussi de répulsifs. Bref, il y a différents types de produits possibles, disponibles pour se protéger contre le paludisme. Et c'est toutes ces solutions combinées qui font qu'on se protège au maximum contre... C'est une combinaison, et j'insiste aussi sur le fait, et ce qu'on dit souvent, c'est que les répulsifs, ce n'est pas que pour le paludisme, il y a énormément de maladies, de virus ou autres parasites transmis par les insectes, par les moustiques, et donc les répulsifs ont l'avantage de protéger contre le paludisme, mais aussi contre dengue, chikungunya, Zika ou autres. Quelles sont les conséquences du paludisme? Alors le paludisme peut être une maladie grave, voire mortelle. Il y a tous les ans en France
plusieurs décès, moins de 50 par an, mais quand même, il faut faire attention. Et donc, en général, les gens qui reviennent avec une crise de paludisme, c'est souvent des fortes fièvres, des maux de tête, un peu comme une grippe souvent, hein, des fortes fièvres, des courbatures, des troubles digestifs, vomissements, diarrhée. Et il peut y avoir même des troubles neurologiques, dans les formes sévères qui ont un petit peu traîné. Donc, il peut y avoir des troubles neurologiques, donc ça peut être grave. Est-ce que ces symptômes peuvent intervenir longtemps après le retour Oui, alors ça peut être un peu piège, parce que parfois les gens sont revenus depuis 1 mois et demi, et lorsqu'ils font une fièvre, la personne ou même le médecin, des fois traitant, ne pense pas toujours. Oui. Donc j'insiste sur le fait qu'il faut bien dire aux gens qui voyagent de bien sensibiliser leur médecin traitant, de dire qu'ils reviennent de voyage même si ça fait 2 mois. Pour la forme principale du paludisme, ça peut survenir même 2 mois après le retour. Il y a d'autres espèces, je ne rentre pas dans le détail, mais ça peut survenir des semaines après. Alors, et donc, élément intéressant, Aïssa et Frédéric. Donc, toute fièvre au retour d'un pays tropical dans les 2 mois qui suivent le retour, pour nous, ce serait un paludisme jusqu'à preuve du contraire. Ça permet ainsi d'aller porter cette info vers le médecin. Il dit, je reviens de Dakar, je reviens d'Abidjan, je reviens de Brazzaville. Et à partir de là, ça fait tilt dans la tête du médecin. Est-ce que c'est toujours la même démarche qui est appliquée aujourd'hui au retour de... Toujours, et c'est ce qu'on apprend à tous les étudiants à la faculté de médecine. Fièvre au retour des tropiques, pensez en premier au paludisme, qui peut être une maladie grave. Donc recherchez, par une prise de sang, recherchez l'infection par le parasite du paludisme. Alors nous allons terminer avec la première question qui était de savoir, lorsqu'une personne a déjà eu le palud, lorsqu'elle retourne une nouvelle fois au pays, quelques années après, est-ce qu'elle peut encore avoir le palud ? Oui, et malheureusement, effectivement, les gens pensent souvent être protégés, disent qu'ils ont fait du paludisme quand ils étaient au pays avant. Et en fait, le paludisme ne protège pas complètement. On peut faire un autre accès palustre. Et effectivement, on sait que pour les gens, les Africains qui habitent là-bas, le fait d'avoir fait plusieurs crises de paludisme donne une immunité un petit peu partielle et qu'on perd progressivement pour les personnes migrantes perdent. Donc, attention, quand vous retournez au pays, vous êtes tout à fait sensible, fragile et à risque de faire un paludisme. Même si vous en avez fait un dans l'enfance, vous pouvez refaire un crise. Et là, élément intéressant, Aïssa, à dire à tous nos amis africains qui nous regardent, qui sont en France. Ils sont en France, ils vivent dans l'environnement français. Oui. Et au fil du temps, ils vont perdre leur petite immunité acquise. Oui. Et quand ils repartent au pays, ils sont comme un touriste. Donc, il faudrait qu'ils prennent les mêmes mesures de prévention qu'un touriste, avoir aussi bien ses vaccinations à jour, faire attention par rapport à l'alimentation et par rapport au paludisme, prendre toutes les démarches que propose le docteur Frédéric Méchaï. Alors, à présent, retrouvons notre reportage, puisque nos équipes se sont rendues à l'hôpital Avicenne et ont suivi pour vous une consultation dans le centre de conseil aux voyageurs. On regarde les images et on se retrouve juste après. En Seine-Saint-Denis, à Bobigny, l'hôpital Avicenne fait partie des 37 hôpitaux de l'assistance publique Hôpitaux de Paris. Cet hôpital dispose d'une consultation du voyage au sein du service des maladies infectieuses et tropicales. C'est ce service que dirige le professeur Olivier Bouchot. Du lundi au samedi, des patients le consultent. Alors nous ici, on a une consultation du voyage qui est un peu particulière parce qu'elle fonctionne par rapport à d'autres centres, elle fonctionne sans rendez-vous, tous les matins, y compris le samedi matin. Et c'est une consultation importante et on insiste bien pour dire que c'est une consultation du voyage et non pas un centre de vaccination. Pour beaucoup, la fièvre jaune est une grande préoccupation. C'est le cas de Karl, qui va prochainement voyager avec sa famille. Est-ce que vous avez des questions? Oui, j'ai mon enfant, il aura 6 mois avant de partir en Guyane. Je voudrais savoir, est-ce qu'il faut le faire vacciner avant contre la fièvre jaune ou il faut le faire à Cayenne? Alors, pour la Guyane, la vaccination contre la fièvre jaune est obligatoire pour tout le monde. Oui. Pour les enfants, on fait le vaccin à partir de 9 mois. Il y a des cas particuliers où quand le risque que le virus de la fièvre jaune circule de façon vraiment assez intense, on peut le faire dès 6 mois. Mais dans le cas de la Guyane actuellement, on n'est pas dans cette situation-là. Et donc il faudrait attendre que votre enfant ait 9 mois pour qu'on le vaccine contre la fièvre jaune. Autre type de consultation dans le service du professeur Bouchot, des patients qui vont effectuer le pèlerinage à la Mecque. C'est le cas de Hakim, venu se faire vacciner. Le vaccin contre la méningite est indispensable à l'obtention du visa pour l'Arabie Saoudite. Il doit être réalisé 10 jours au moins avant le départ. Pour venir à la consultation,
il faut se munir du carnet de vaccination. Il permet aux médecins de savoir si les vaccins du voyageur sont à jour. Comme vous partez pour un séjour quand même relativement court comme ça, il n'y a pas d'autres risques très particuliers. Quand on voyage, même si dans la majorité des cas tout se passe bien sur le plan de la santé, mais malheureusement de temps en temps il peut y avoir des soucis, soit parce qu'il y a des risques de santé, par exemple en Afrique il y a des risques de paludisme, il y a des risques de diarrhée, il y a d'autres risques comme ça, soit parce que les gens qui voyagent ont eux-mêmes des problèmes de santé préalables, de l'hypertension, un diabète, de l'asthme, enfin tout ce qu'on peut imaginer, et qui peuvent se décompenser ou s'aggraver pendant le séjour. Et le fait de donner des conseils et éventuellement des médicaments adaptés à la personne et au voyage et qui permettent d'éviter ces risques, va permettre de réduire considérablement le risque qu'il y ait des problèmes de santé pendant le voyage ou au retour. Alors, le docteur Frédéric Méchaï, il n'existe pas de vaccin contre le paludisme, contrairement à la fièvre jaune, un vaccin essentiel pour toute la famille. Exactement, oui, c'est un vaccin important, d'autant plus c'est le seul vaccin obligatoire pour beaucoup de pays en Afrique. Et ce qui est important de souligner, je ne pense pas qu'on vienne après dessus, c'est que les règlements ont changé un petit peu là, depuis juillet 2016. Le règlement sanitaire international dit que la vaccination, en fait, protège pendant beaucoup plus que 10 ans. Oui. Et donc maintenant, il est recommandé de faire une injection. Et le rappel à 10 ans n'est plus obligatoire, sauf dans certaines conditions, des enfants qui ont été vaccinés très tôt, des gens immunodéprimés, oui. Par exemple porteurs du virus du VIH. Là, on va demander un rappel. Mais c'est le vaccin maintenant, c'est une injection et pas de rappel à 10 ans. Vous vous rendez compte ? Un vaccin, une injection et une protection au long cours. C'est une révolution Non, ce n'est pas une révolution, c'est une évolution. Ouais, une évolution. Ça montre bien l'importance de faire ce vaccin. Ouais. Une fois qu'on l'a fait, réellement, il y a de quoi être protégé très longtemps. Ouais. On disait 10 ans, c'est un peu mieux, tant mieux. Et le professeur nous disait dans le reportage qu'on peut le faire sur les enfants à partir de 9 mois. Oui, parce qu'il n'est pas prudent de le faire trop tôt, oui. Car il peut avoir des conséquences sur le plan, entre autres, au niveau cérébral, au niveau donc, du développement du cerveau. Donc, il n'est pas prudent. Donc, on fait en sorte de le retarder un peu oui. En matière de voyage, parce que le voyage peut être retardé de quelques semaines à quelques mois, histoire de le faire dans les meilleures conditions. Tout simplement. Alors, on va bientôt arriver, docteur, à la période du pèlerinage. Un mot peut-être sur la méningite. Ah oui, très important. Alors, juste pour situer un petit peu ce qu'est la méningite, c'est une infection du cerveau, en gros. Et là, ce qui fait très peur pour le pèlerinage à la Mecque, c'est la méningite à méningocoque. C'est une bactérie qui peut se transmettre de personne à personne et qui peut être grave, avec parfois des risques de mortalité. Peut-être vous voulez rajouter quelque chose à Abdon? Non, je trouve que ça a été dit, c'est tout à fait précis et oui. Toujours la même chose. Aller à la Mecque, souvent nos concitoyens d'origine africaine vont à la Mecque donc, dans de bonnes dispositions, mais oui. Que la Mecque est un concentré de personnes qui tournent autour de la Kaaba. Oui. Et là, vu le nombre de personnes présentes, si malheureusement quelqu'un est porteur d'une méningite, le taux de dissémination est assez rapide. Voilà pourquoi donc, il est important d'avoir cette démarche vaccinale. Alors, est-ce qu'on peut avoir des ordres de prix concernant les vaccins dont on a parlé? Le vaccin contre la fièvre jaune et le vaccin contre la méningite, peut-être vous, docteur? Alors oui, j'ai ramené une petite fiche qu'on utilise justement, une petite fiche qu'on utilise dans notre consultation du voyageur. Donc pour être précis, la fièvre jaune chez nous, 39,40 €. Donc ça vous donne un ordre de prix, quoi. La santé n'a pas de prix, Abdon. Elle a un coût. Et la preuve d'ailleurs, ce que dit Frédéric Méchaï est tout à fait important, oui. Mais ça dépend des lieux de vaccination. Je crois qu'à Bobigny, donc, les coûts sont tout à fait modestes. Ailleurs, c'est peut-être plus important. Et renseignez-vous auprès des différents lieux de vaccination. Mais je conseille cependant la consultation de médecine de voyage oui. Et pas de vaccination de l'hôpital Bobigny. D'où l'argument qu'on défend, qu'on avance depuis tout à l'heure, s'y prendre tôt. S'y prendre tôt, histoire d'abord d'avoir des conseils les plus éclairés. Oui. La première démarche, c'est que faire avant. On a bien compris, donc, il y avait un triptyque autour de la vaccination, ensuite autour des conseils alimentaires pour ne pas risquer d'avoir des diarrhées, parce qu'une diarrhée, ça vous gâche un voyage, oui. Et ensuite, ne pas souffrir du paludisme, parce qu'on a pris toutes les mesures avant, pendant et après, oui. Et d'avoir la vigilance. La fièvre au retour du voyage mérite au moins une consultation vers son médecin, et pour mieux, vers un hôpital. Et justement, est-ce que notre médecin traitant peut nous vacciner ?
Contre quoi? Ça dépend des vaccins. Ça dépend des vaccins. Ça dépend des vaccins. La fièvre jaune? Pour la fièvre, non, ce sont des consultations spécialisées et souvent hospitalières la plupart du temps, même s'il y a des centres qui ne sont pas à l'hôpital, comme les centres, entre autres, d'Air France, qui ne sont pas hospitaliers. Mais il est bien d'avoir, au-delà de la vaccination et de l'injection, des conseils très éclairés. Oui. Voilà pourquoi donc j'aime bien le terme de consultation de médecine du voyage, car on parle de tout. On parle des lieux qui sont très beaux, souvent. Oui. On parle aussi donc de prévention. Quand on fait une bonne prévention, ça permet d'avoir par la suite une démarche extrêmement importante de plaisir du voyage. Ne pas arrêter le plaisir du voyage en faisant un peu de prévention. C'est vrai que c'est important de le rappeler. Abdon, alors retrouvons maintenant en image le professeur Olivier Bouchot du service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Avicenne de Bobigny. Il revient sur les informations essentielles pour bien voyager. Alors, je vais prendre le cas de l'Afrique, puisque c'est une destination qui nous concerne beaucoup ici, puisque beaucoup des personnes qui viennent dans notre centre de Bobigny, parce qu'ils vivent dans le bassin de population de Bobigny, et même s'il y a des gens qui viennent de départements limitrophes, sont très concernés par les voyages en Afrique. Un des principaux risques, c'est le paludisme. L'autre grand risque, ce sont les problèmes de diarrhée, ce qu'on appelle la fameuse tourista. Et donc on recommande de faire attention à son alimentation, essentiellement en prenant des repas avec des aliments cuits et servis très chauds, et surtout en se lavant les mains avant les repas et après être allé aux toilettes. Après, ça dépend du profil du voyageur. Si ce sont des gens plutôt jeunes, célibataires, on va les sensibiliser sur les risques d'infections sexuellement transmissibles, et notamment sur le risque de VIH ou de toutes les autres IST, infections sexuellement transmissibles. Et donc il y a beaucoup d'autres conseils qu'on peut être amené à donner en fonction et de la destination et du type de voyageur. Il est clair que les risques ne sont pas tout à fait pareils chez un jeune homme de 30 ans en pleine santé ou chez un monsieur de 80 ans, et c'est très bien qu'à 80 ans, voire à 90 ans, on voyage, mais un monsieur de 90 ans va être forcément exposé à des risques liés à l'endroit où il va, mais aussi liés à son état de santé et à sa relative fragilité liée à son âge. Alors, messieurs, est-ce qu'on a tout dit sur les informations essentielles à retenir? Aurait-on oublié quelque chose, Abdon Goudjo? Non, je trouve qu'on a dit beaucoup de choses. Oui. Il faut juste les rappeler de manière importante. La plupart des voyages permettent de rencontrer beaucoup de personnes. Dans ces rencontres, de temps en temps, on rencontre aussi des personnes sur le plan de la sexualité. Important donc d'avoir une prévention autour des IST, des infections sexuellement transmissibles, d'où l'importance de parler du préservatif. Et pour avoir des conseils supplémentaires en matière de préservatif, autant se renseigner aussi auprès d'un numéro vert qui existe en France et qui est gratuit. Oui. Je vous le donne cependant, c'est le 0800 840 800. Je vous parle ainsi de SIDA Infoservice pour avoir des infos complémentaires, car la vie aussi est aussi faite aussi de rencontres et de rencontres autour de la vie sexuelle et amoureuse. Docteur Frédéric Méchaï, alors concernant plus précisément les jeunes enfants, les plus nourrissons aussi et les plus jeunes, quelles sont les recommandations essentielles? C'est déjà pour la prévention un petit peu du paludisme, donc on insiste un peu sur quand même les moustiquaires imprégnés. Sinon après, en fonction de l'âge, bien sûr, et les vaccinations, bien mettre à jour les vaccinations en France. Et puis pour la fièvre jaune, mon chef de service l'a bien précisé dans le reportage, oui. À partir de 9 mois, sachant que dans certaines situations, on peut descendre à 6 mois pour la vaccination pour la fièvre jaune lorsqu'il y a vraiment un départ urgent, oui. Indispensable, et donc on peut abaisser un petit peu le délai pour l'âge pour la vaccination fièvre jaune, quoi. Et n'oubliez pas de dormir sous moustiquaires imprégnés, parce que surtout les enfants, on les met à l'abri parce qu'ils ne sauront pas se protéger. Les vêtements longs, ils sont ou on le leur main, ou alors ils ne sont pas protégés. Donc une bonne moustiquaire imprégnée protège bien, et ça lui permet en plus d'avoir un sommeil tout à fait rassurant et rassuré. Et se protéger du soleil aussi pour les petits. Ah, l'autre aspect, c'est est-ce qu'il faut du chapeau? Non, on ne l'a pas oublié, parce qu'on va le faire de manière séquentielle. Le chapeau est une protection utile, oui. De la casquette au chapeau, et aussi souvent dans les pays du Sud, quand il fait très chaud, les gens marchent à l'ombre, oui. Et regardent le soleil. Bonne prévention sur le plan alimentaire. Oui. Savoir ce que l'on prend, et ce que l'on prend, c'est de l'eau en capsulée ou des bouteilles fermées. Oui. Peler les aliments, oui. C'est très important. Et sur le plan des maladies infectieuses, donc, ce qu'a dit le docteur Méchaï, tout à fait important.
Alors, les objets, la trousse de premier secours indispensable et ce qu'on ne doit pas oublier, par exemple, son carnet de vaccination. Le carnet de vaccination et pour les enfants, le carnet de santé que donne la PMI, il faut l'emporter avec son enfant car on ne sait jamais, il peut toujours faire une petite maladie plus ou moins importante. Hein. Au moins, avec le carnet, on sait à peu près ce qui a été fait antérieurement et on note aussi ce qui est apparu là-bas. Et l'autre point, c'est d'avoir une trousse qui soit raisonnable. Il ne s'agit pas d'avoir la moitié en vêtements et la moitié en vaccination ou en produits. Il faut donc la partie, c'est d'avoir toujours quelques préservatifs, toujours quelques répulsifs, de quoi se protéger, chasser ces moustiques un peu intéressants, avoir ses médicaments contre le palu toujours avec soi, car ne pas oublier qu'il y a des traitements à prendre avant, pendant et après, et aussi de quoi traiter l'eau si vraiment on est contraint au village de boire de l'eau dans un puits. Voilà, cette émission est à présent terminée. J'espère que toutes ces informations vous ont été utiles pour vos prochains voyages au pays. On vous souhaite donc de très bonnes vacances et à très bientôt.